Et bienvenue toujours dans cette salle Alan Turing dans le cadre de la première édition du Paris-Saclay Summit du Point. Alors comment concilier impératif écologique et viabilité économique? Les plantes exotiques envahissantes qui dégradent nos environnements peuvent-elles s'avérer utiles? Que peuvent nous apporter les extraordinaires capacités de résilience des végétaux ou en quoi l'innovation écologique et les biodéchets aident à dépolluer les sols? Autant de questions auxquelles notre invitée, Claude Grison, chimiste, directrice de recherche CNRS au laboratoire chimie bio-inspirée et innovation écologique, va répondre tout de suite dans un échange avec Victoria Guérin, journaliste au Point. Toujours sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour Claude Grison, merci d'être avec nous cet après-midi à Saclay. Je voudrais commencer par la manière dont vous vous définissez vous-même. Très souvent, vous dites « je suis écochimiste ». Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à travailler à l'interface de la chimie et de la biologie. Tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Alors, j'ai choisi de me définir comme écochimiste parce que je n'ai pas forcément envie de choisir entre deux disciplines, en plus que classiquement on a l'habitude d'opposer, l'écologie et la chimie. Je suis convaincue en fait, que ces deux disciplines ont de très belles choses à partager et sont complètement complémentaires. Alors comment j'en suis arrivée donc, à intégrer ces deux disciplines, ce qui ne va pas de soi, ce qui n'est pas forcément naturel? Eh bien, c'est grâce à mon autre métier que j'ai pratiqué pendant très longtemps. Donc, j'étais professeure à l'université. Et de jeunes étudiantes sont venues me poser une question qui pouvait paraître naïve à l'époque, ça fait quand même une vingtaine d'années. Pour préparer un concours d'entrée aux grandes écoles, peut-on dépolluer avec des plantes? Donc ces questions m'ont interpellée, m'a surprise. Je n'avais pas forcément les éléments de réponse parce que j'étais vraiment chimiste, d'ailleurs à l'interface de la biologie santé. Donc j'ai choisi de lire de façon à pouvoir les aider, de lire beaucoup de choses dans la littérature scientifique. Et j'ai été émerveillée devant la découverte d'une plante qui était décrite comme survivant dans un milieu extrêmement pollué, où logiquement le taux de pollution était tel qu'aucune forme de vie ne devait être possible. Et pourtant, cette plante survivait, elle tolérait la pollution, alors elle survivait difficilement, mais elle était là, et elle faisait plus que de survivre. Elle extrayait les polluants du sol, les transportait, les confinait dans ses parties aériennes, dans les feuilles. Ça m'a interpellée, j'ai eu envie de comprendre de plus en plus. Et j'ai fini par approprier ce sujet. J'ai quitté mes recherches précédentes et j'ai voulu vraiment approfondir ce domaine et voir si cette découverte ne pouvait pas être le point d'une autre réflexion, justement, où la chimie pourrait apporter des réponses à l'écologie et faire naître des solutions fondées sur la nature. Alors racontez-nous justement peut-être plus précisément cette première expérience de dépollution des sols. Oui, alors cette plante toute petite, chétive, donc avait des capacités extraordinaires pour extraire. C'est un ancien site minier qui est dans les Cévennes, qui est comme en France, toutes les activités minières sont à l'arrêt. Mais c'était un site qui était extrêmement pollué parce qu'on avait pendant des années entreposé le minerai, on le lavait. Et donc le sol était 400 à 800 fois plus chargé en éléments métalliques polluants que ce que tolèrent les normes européennes. Donc il y a du zinc, du cadmium, du plomb, du fer. Et donc cette plante extrayait de façon sélective le zinc, donc déjà très, très étonnant. Et elle concentrait à plusieurs pourcents dans ses feuilles. On peut quasiment parler de folie végétale. Donc c'était extraordinaire. Donc j'étais vraiment en admiration devant cette petite plante. Et puis j'ai choisi de me rapprocher d'un écologue qui l'étudiait un petit peu comme une curiosité scientifique. Et on discutait beaucoup ensemble et avec les jeunes étudiantes. Et puis, on n'avait pas du tout la même conception de cette plante. Moi, je la trouvais extraordinaire. Et mon collègue trouvait qu'elle était dangereuse. Il trouvait que c'était une plante curieuse, certes, où il y avait beaucoup de choses à comprendre. Mais il ne fallait surtout pas la développer pour lui, parce qu'on allait développer une plante contaminée. Alors moi, en tant que chimiste, j'avais en tête les pauvres solutions qu'on a pour dépolluer un sol. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc, qui sont peu motivantes, en tous les cas, qui ne font que transférer un problème et qui ne sont pas là pour le résoudre vraiment. Et je me disais, mais si on connaissait mieux cette plante, peut-être pourrait-on l'aider à se développer de façon intense, recouvrir ce sol pollué, qui était complètement dévégétalisé, limiter l'envol des poussières métalliques, qui avait affecté la santé d'enfants qui vivaient à proximité du site. Et enfin, trouver une solution pérenne qui avait du sens pour restaurer ce sol. Donc je me suis mise à
essayer de comprendre au maximum cette plante, puis finalement découvrir une seconde, encore plus extraordinaire, une légumineuse, ce qui arrive quasiment jamais dans des sols pareils. Et finalement, au bout de 4 années de recherche, à réussir à les développer sur ce sol contaminé, à recouvrir ce sol contaminé avec ces 2 plantes. Mais très vite s'est posée la question fatale, que va-t-on faire avec ces plantes ? Que faire effectivement avec ces déchets qui en plus peuvent être dangereux? Donc ça, c'est la deuxième étape de vos travaux. Une fois les sols décontaminés, que faire avec ces plantes qui deviennent des déchets? Alors effectivement, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser très tôt et qui me posait question moi-même. Donc je réfléchissais beaucoup. J'avais vu une expérience aux États-Unis d'un collègue qui avait développé une plante qui accumulait du nickel sur un site minier. Et puis son idée aussi, il avait la même réflexion que moi, c'était que faire de ces plantes. C'est une question qui est doublement importante. Bien sûr, d'un point de vue économique, si on veut que ces solutions plantes soient développées à grande échelle, il faut leur conférer une valeur économique, mais pas à n'importe quel prix, pas par des procédés qui vont à leur tour avoir une empreinte environnementale. Autre chose qui était tout aussi importante, développer de façon intense des plantes chargées en éléments métalliques peuvent poser question d'un point de vue sanitaire. Est-ce qu'un herbivore ne va pas venir grignoter une feuille trop riche en zinc ou trop riche en nickel ? Ça peut contaminer la chaîne alimentaire. Donc il y avait vraiment tout pour réfléchir à une valorisation économique. Et l'expérience de mon collègue américain m'a vraiment aidé à réfléchir. Il avait développé ce qu'on appelle aujourd'hui le phytomining, c'est-à-dire il voyait la plante comme un minerai. Il l'appelait phytominerai. Alors c'était tout de suite se projeter dans un procédé métallurgique comme celui de la mine, l'extraction du minerai et sa transformation, avec à l'évidence un impact environnemental lourd. Les procédés métallurgiques ne valent pas bien mieux finalement que l'extraction d'un minerai. Donc les dégâts environnementaux sont colossaux. Donc je voulais réfléchir à autre chose. Et en même temps, par hasard, j'ai entendu, donc en lisant pareil la littérature, que le PIPAM, que vous connaissez peut-être, un pôle interministériel qui réfléchit aux mutations économiques, faisait valoir en même temps que le zinc, en tant que ressource, dont on a tous besoin tous les jours, était une ressource qui s'épuisait au niveau mondial. Dans 20 ans, les ressources connues, identifiées, seraient épuisées. Et j'avais devant moi cette petite plante bourrée de zinc. Alors, en tant que chimiste, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on fait du zinc en chimie. Les métaux, comme le zinc, sont indispensables en chimie parce que ce sont les éléments métalliques qui vont apporter de l'énergie à une réaction chimique pour qu'elle soit possible. Je prends souvent une image qui parle à tous, même quand on n'est pas chimiste. C'est ce qu'on appelle un catalyseur. Un catalyseur, c'est un sens très commun finalement dans la vie de tous les jours. Parfois, on lance des projets collectifs un peu laborieux qui n'avancent pas du tout. Et puis dans le groupe, il y a la personne qui a la bonne idée, qui va débloquer la situation, qui va faire avancer le projet. On dit que c'est le catalyseur du groupe. Alors en chimie, c'est exactement pareil. On a beau mélanger avec énergie plein de molécules, si on n'ajoute pas de catalyseur, il ne se passe rien. Le catalyseur apporte l'énergie qu'il va falloir pour que la réaction démarre enfin. La plupart sont des métaux et le zinc est un catalyseur très important en chimie. Alors ça m'a vraiment interpellée. Pourquoi ? Parce que le zinc que la feuille me présentait était exactement la forme qu'il fallait pour l'utiliser comme catalyseur en chimie. Aucune transformation à faire. C'était intéressant. Autre intérêt, c'était que ce zinc comme catalyseur, en fait, on en utilise très peu en chimie pour faire beaucoup de produits. Pour faire 1 kilo de médicaments, on peut avoir besoin de quelques milligrammes de zinc. Donc ça avait du sens. On n'était pas obligé de recouvrir, je veux dire, entre guillemets, la planète avec ces plantes pour avoir un débouché industriel. En développant cette plante sur ce site minier, je pouvais avoir des réserves en zinc naturelles qui pouvaient avoir du sens au niveau industriel et devenir un catalyseur pour la chimie. Mais alors un catalyseur bien différent, un catalyseur d'origine végétale, pour la première fois, qui allait remplacer le minerai et que j'allais pouvoir utiliser dans des conditions où l'empreinte environnementale serait la plus réduite possible. Ça a démarré comme ça. C'est un coup triple, en quelque sorte. Exactement. C'était soutenir cette solution écologique de restauration d'un site complètement pollué avec des solutions naturelles, ces plantes qui extraient le zinc parce qu'elles se sont adaptées, mais aussi révolutionner la chimie
en valorisant donc, ces catalyseurs d'origine végétale en chimie pour rompre avec les traditions polluantes de la chimie conventionnelle. Quelles sont alors les premières applications de cette découverte de ce catalyseur? Quelles ont été les premières applications? Alors, compte tenu de mon passé, où je m'intéressais beaucoup donc, à l'interface avec la biologie santé, en particulier d'ailleurs dans le domaine des antibiotiques, des bactéries virulentes, donc mes réflexes ont été de m'intéresser à la synthèse de médicaments, revisiter la production de médicaments qui coûtent cher, parce que la ressource métallique, le catalyseur coûte cher. Donc, ce sont les premières molécules que j'ai essayé de faire donc, avec ce que j'ai appelé après des éco-catalyseurs, des catalyseurs d'origine écologique. Et puis les débouchés se sont multipliés. Aujourd'hui, on a revisité la plupart des grands mécanismes de la chimie, quasiment toute la chimie de synthèse. Alors après les sols, en 2016, vous vous attaquez aux eaux. Expliquez-moi comment vous avez eu cette intuition que vous pouviez appliquer le même principe aux eaux polluées. Alors la première idée à laquelle je n'ai pas résisté, quand on va sur un site minier, en fait, il y a toujours une rivière à proximité. Ça, c'est la première chose, qui souffre de la pollution du sol. Comme les sols n'ont plus de végétation, plus rien ne les retient à chaque fois qu'il y a un épisode pluvieux, et donc l'eau est très polluée. Donc j'avais vraiment la volonté de trouver aussi une solution naturelle pour dépolluer l'eau. Et puis progressivement, j'ai découvert l'existence de plantes aquatiques que je ne connaissais pas, qui étaient flottantes. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Déjà, d'un point de vue fonctionnement, comment une plante aquatique flottante peut survivre dans l'eau alors que ses racines ne vont même pas aller chercher du nutriment dans le sol. Donc c'est toujours une question importante. Et je me suis rendu compte que ces plantes aquatiques, en fait, avaient un système racinaire très bien fait. Elles étaient très efficaces pour capter des nutriments qui sont très dilués dans l'eau, mais pour survivre. Ainsi, par exemple, elles flottent, elles ont là encore des feuilles, des parties aériennes très vertes, très riches en chlorophylle, ça veut dire très riches en magnésium. Elles arrivent à capter très peu de magnésium dans l'eau. Alors l'idée m'est venue de leur proposer du zinc, du palladium, d'autres métaux. Et elles l'ont capté avec la même facilité que le magnésium. Parce que pour une plante aquatique, quelle que soit la nature du métal, elles ont l'impression qu'elles vont capter un nutriment qui leur est utile. Et là encore, j'étais surprise par les quantités astronomiques qu'elles pouvaient séquestrer. Alors ça m'a interpellée. Et après, la question du pourquoi captent-elles ces métaux, la question du chimiste ressurgit. Mais comment font-elles ? Et donc là, j'ai découvert, contrairement aux plantes terrestres, que le scénario de capture était très différent. En fait, elles avaient à leur surface des racines, un petit peu comme des antennes moléculaires qui captaient le moindre élément métallique qui passait. Donc en fait, elles étaient passives devant ce scénario. Tout se passait à l'échelle de la molécule, c'est-à-dire à l'échelle du nanomètre. C'est tout petit. Donc ça m'a perturbée. Et puis du coup, je me suis dit, mais tout se passe à une échelle aussi fine. Et la plante est passive. Alors une plante morte doit bien faire l'affaire, elle doit faire le même travail. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réduit ses racines à l'état de poudre. Et la poudre s'est comportée comme une véritable éponge à métaux. Elle a capté, comme la plante vivante, les métaux avec la même efficacité. Alors, ça a tout changé. C'est devenu immédiatement une solution industrialisable, facile à mettre en œuvre à grande échelle. C'est quelque chose de passif, c'est ce qu'on appelle en chimie de l'adsorption, ça vous parle peut-être, et on peut contrôler, calculer à l'avance, modéliser un procédé de dépollution d'un effluent industriel avec une poudre, mais cette fois-ci végétale. Et les applications, après, sont les mêmes que pour les plantes terrestres ? Oui, exactement. Donc, on en a fait des éco-catalyseurs. Donc, ces poudres gorgées de métaux sont devenues des outils chimiques tout aussi utiles que les premiers, mais avec des propriétés différentes. Pourquoi ? Parce que les plantes terrestres arrivent à extraire soit le zinc, soit le nickel, soit le manganèse, un petit peu le cuivre, et puis après, malheureusement, c'est fini. Alors que ces plantes aquatiques, mortes sous forme de poudre végétale, peuvent séquestrer des éléments métalliques rares. Vous connaissez les terres rares, c'est une première possibilité. Des métaux stratégiques, extrêmement utiles, qui m'ont vite rappelé mon métier précédent, l'industrie pharmaceutique, capter le palladium. Un métal qui est extrêmement précieux, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et si je vous cite le pays qui est le producteur principal, vous allez tout de suite comprendre le problème. Il s'agit de la Russie, donc qui alimente l'industrie pharmaceutique européenne. Donc on évite le danger. Donc très vite, je me suis intéressée au palladium et on a vu que ces poudres végétales pouvaient le capter.
Donc l'idée tout de suite a été de me rapprocher de l'industrie pharmaceutique, obtenir des effluents qui émanaient de réacteurs de la pharmacie, et puis capter ce palladium, le recycler et en faire de nouveaux catalyseurs à base de palladium, des éco-palladiums, pour construire des médicaments avec nos procédés. Alors pour cela, vous êtes donc chercheuse, mais aussi chef d'entreprise aujourd'hui. Vous avez créé 2 entreprises, BioInspire et les laboratoires de bioprotection. Expliquez-nous pourquoi il était fondamental pour vous de créer ces structures. Et est-ce que c'est un gros mot en France d'avoir cette double casquette ? Alors effectivement, c'est peu commun, c'est pas toujours bien encouragé. Donc on est soit chercheur, soit entrepreneur, avec la conviction que ces 2 mondes sont complètement séparés et opposés. Alors pour moi, c'est tout à fait l'inverse. En tant que chercheur, je pense que la plus belle satisfaction pour le chercheur, c'est que ses travaux soient utiles et servent à quelque chose, en particulier à la société. C'est quelque chose en fait qui m'alimente souvent, auquel je pense beaucoup. Et quand j'ai découvert toutes les capacités de ces plantes végétales et à quel point ça pouvait révolutionner la chimie, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais en faire. Donc j'ai fait l'effort de déposer des brevets avec le CNRS qui m'a beaucoup aidé sur tous ces aspects. Mais il fallait passer le cap. Il fallait que ces résultats sortent du laboratoire de recherche. Et donc j'ai voulu les accompagner vers la sphère socio-économique. Alors, dans un premier temps, je me suis intéressée à l'industrie chimique. J'ai essayé de dialoguer, de collaborer. Mais il n'est pas facile de changer des procédés qui tournent depuis parfois 50 ans ou plus. Très compliqué de changer des habitudes, de gros procédés qui tournent bien. Donc, j'ai choisi de franchir le cap. Et plutôt que d'attendre, d'intéresser l'industrie chimique, mon idée a été de me lancer, de m'associer avec des gens qui m'aident sur des aspects que je connais moins, mais donc de cofonder ces 2 entreprises pour donner une dimension industrielle à ces résultats. Quels sont les enjeux pour demain et sur quelles nouvelles problématiques vous travaillez aujourd'hui ? Alors, il se trouve là encore, par hasard, quand j'ai essayé de découvrir des plantes aquatiques très performantes pour dépolluer l'eau, j'ai fini par découvrir l'existence des plantes exotiques envahissantes. Un gros sujet d'actualité, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'il n'y a pas longtemps, l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, qu'on appelle l'IPBES, a fait paraître un rapport alarmant sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, ils sont une catastrophe écologique, notamment dans l'eau, qui étouffe complètement la biodiversité, qui détruisent les zones humides, alors que les zones humides jouent un rôle fondamental dans l'atténuation des extrêmes climatiques. Donc, une catastrophe écologique qui est doublée d'une catastrophe économique. En fait, ces espèces exotiques envahissantes coûtent plus de 400 milliards de dollars à l'économie mondiale par an. Ces coûts augmentent d'un facteur 4 tous les 10 ans. Donc, double conséquence écologique et économique. Et quand j'ai découvert l'existence de ces plantes aquatiques envahissantes, en fait, ça m'a interpellée à nouveau. Et je me suis dit, il fallait aussi proposer des solutions. Donc, je me suis mis à récolter massivement ces plantes aquatiques envahissantes avec des gestionnaires des bassins versants, avec l'Office français de la biodiversité, tout l'encadrement français, voire européen, elles sont réglementées. Et j'ai souhaité donner là encore une dimension industrielle pour être acteur de quelque chose, contribuer à quelque chose de concret pour protéger ces écosystèmes aquatiques et également les zones humides. Donc aujourd'hui, nous mettons en place une vaste structure de récolte massive de ces espèces aquatiques envahissantes en suivant des protocoles écologiques très stricts pour mesurer l'impact qu'on a sur l'affaiblissement de ces plantes. Et elles sont valorisées au sein du laboratoire où elles deviennent à leur tour de nouveaux outils pour une chimie qui devient complètement naturelle. Et vous travaillez donc sur le terrain à cette fin Exactement, je passe 6 mois de l'année sur le terrain, donc au contact d'équipes de recherche, mais également de partenaires privés qui jouent le jeu, qui ont la même éthique environnementale que nous. Et on a vraiment choisi de les récolter massivement et de partager en fait nos résultats avec le réseau national du domaine, qui d'ailleurs se réunit lundi. On partage nos résultats, nos connaissances pour être efficace face à ce vaste problème. Alors, vous avez reçu le prix de l'inventeur en 2022 et vous prouvez quand même en quelque sorte que chimie peut aller de pair avec protection de l'environnement. C'est le message que vous voulez vraiment faire passer aujourd'hui.
Alors complètement, c'est un message important. Je suis très fière que l'Office européen des brevets reconnaisse un brevet à l'interface chimie-écologiste. Je pense que c'est une première au niveau européen. Et donc c'était vraiment un encouragement, l'occasion effectivement de rappeler que la chimie n'est pas simplement une discipline polluante, elle peut aussi donc travailler en lien étroit avec l'écologie. Pour moi, ça n'est qu'une question d'échelle. Quand j'étudie une plante avec une connaissance écologique, je l'étudie à l'échelle de l'espèce, la communauté d'espèces. Quand je l'étudie avec un regard de chimiste, je l'étudie à l'échelle moléculaire. La seule chose qui différencie les disciplines, c'est une question d'échelle. Mais ces deux connaissances sont parfaitement complémentaires. Et puis, finalement, en fait, la chimie devient un petit peu la force motrice des efforts écologiques et permet de réconcilier aussi deux mondes qu'on oppose tous les jours, l'écologie et l'économie. Et ça, c'est ce que vous vous attelez justement à faire tous les jours. Merci beaucoup, Claude Grison. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va prendre les questions de la salle, on va vous distribuer les micros. Alors n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, on va vous donner un micro. Alors monsieur ici, et ensuite monsieur. Et ensuite monsieur au fond. Bonjour, merci pour cette intervention et surtout sur cette démarche très très innovante. Vous avez évoqué sur les plantes aquatiques le fait qu'elles captent de grandes variétés de métaux. Est-ce que vous avez travaillé, et puis après vous avez évoqué la sélectivité, donc est-ce que vous avez réussi à les amener à une certaine sélectivité ou pas? Ça c'était ma première question, si j'ai la chance. Et la deuxième, que je le pose tout de suite, vous avez évoqué le fait de sortir ces métaux des effluents de la pharmacie. Est-ce que vous avez envisagé de travailler avec les déchetteries, où on va retrouver des produits qui sont porteurs de ces métaux et dont on est un petit peu embêté? Voilà. Merci pour vos deux questions. Donc pour la première, la sélectivité est grandement apportée par le choix de l'espèce végétale. Donc selon leur milieu, selon leur développement racinaire, on arrive à avoir une très bonne sélectivité, qui est intéressante puisqu'on arrive tout simplement à séparer des éléments métalliques. Donc ça c'est la première chose, une question effectivement importante avec une perspective de valorisation. Alors, au niveau des applications, travailler au niveau d'une déchetterie, non. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu trop tard. L'image que je donne souvent pour l'expliquer, c'est un petit peu quand en fait, on trie ses déchets à la maison, qu'on fait cet effort, c'est parce qu'on a une perspective de valorisation. Et souvent, au niveau de la déchetterie, en fait, il y a donc un mélange assez complexe en fait, de polluants qui complexifie énormément l'acte de dépollution. On arrive mal à le gérer, à le comprendre, à le rationaliser. Mais on ne travaille pas que sur les effluents de la pharmacie, ça me donne l'occasion d'en parler. Donc on a vraiment l'envie de résoudre des problèmes environnementaux importants. Donc dans la région où je travaille, l'Occitanie, c'est une ancienne région minière, alors malheureusement dans l'embarras du choix. Donc en fait, on a travaillé sur des contextes de pollution complètement différents, en particulier sur la mine qui a été mon point de départ, qui génère des effluents de zinc encore aujourd'hui. Il y a un réseau de galeries phénoménal qui génère des eaux polluées. On a vu qu'on pouvait notamment d'ailleurs séparer le zinc du fer et être tout aussi efficace que les méthodes chimiques lourdes de traitement de ces effluents. Et dans l'autre partie de la région Occitanie, plutôt vers Carcassonne, à l'ouest, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu le privilège triste, il y a quelques années, d'avoir la plus grande mine d'arsenic. Eh bien aujourd'hui, il y a 6 millions de tonnes de déchets arséniés à ciel ouvert. L'arsenic est très soluble dans l'eau, et à chaque fois qu'il pleut, et dans notre région, les épisodes cévenols sont très violents, eh bien l'arsenic est solubilisé, et donc entraîné dans la rivière la plus proche, qui s'appelle l'Orbiel, qui se jette dans l'Aude, qui se jette dans la mer Méditerranée. Donc vous imaginez le scénario. Donc là encore, on a mis en œuvre la capacité de plantes aquatiques bien choisies pour capter l'arsenic. Et on a vu qu'on pouvait avoir un abattement très intéressant de ce taux d'arsenic pour atteindre les normes d'eau potable dans le domaine. Donc voilà, on essaie d'élargir en fait, les perspectives et l'intérêt de ces technologies à des scénarios de dépollution qui dépassent le seul cadre de l'industrie pharmaceutique. Monsieur, on va vous donner un micro. On vous écoute pour la question. Déjà, merci beaucoup d'être là. Moi, j'avais une question sur le zinc. Quand vous le récupérez, vous avez dit qu'il était directement utilisable. C'est qu'il est sous forme d'ion, Zn2+. Exactement. Okay. Et vous l'utilisez en catalyse homogène derrière ? Alors, on a étudié les deux scénarios.
Au début, on a travaillé en catalyse hétérogène, donc dans le cas du zinc, puisque vous avez l'air d'être chimiste. Donc on l'a supporté sur des supports naturels, des argiles, pour être sûr de pouvoir le recycler. C'est comme ça que nous avons démarré. Et puis dans un deuxième temps, comme on a appris avec ces poudres végétales à recycler les métaux qui étaient présents dans l'eau, et on s'est permis d'étendre nos procédés à la catalyse homogène, parce qu'avec cette poudre végétale, on peut le récupérer et puis finalement le recycler à nouveau. J'avais une deuxième question, si je peux. En termes d'exploitation des brevets, comment ça se passe? Oui. Alors c'est très simple, c'est-à-dire que le CNRS m'a aidé à déposer aujourd'hui, à ce jour, 36 brevets sur l'éco-catalyse qui couvrent et les éco-catalyseurs et leur utilisation en chimie. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, je n'aurai pas le chiffre exact en tête, mais sont donc licenciés de façon exclusive aux entreprises que j'ai cofondées et qui donnent une dimension industrielle à ces résultats. D'ailleurs, le CNRS est rentré au capital de ces deux sociétés, ce qui est tout à fait nouveau, qui montre l'évolution des raisonnements dans le milieu de la recherche, donc c'est intéressant aussi. Et puis du coup, ça permet en fait de travailler en bonne cohésion avec le CNRS et avec les entreprises. Ok, merci beaucoup. Monsieur. Bonjour. Je voulais vous demander si vos recherches vous conduisaient aussi à étudier les mycéliums, d'une part, et puis les animaux filtreurs marins, qui sont des animaux, mais qui filtrent les métaux lourds, et on en trouve beaucoup dans les estuaires, dans les eaux salines. Et d'ailleurs, est-ce que les mécanismes de captation sont les mêmes? Est-ce que ce sont des mécanismes membranaires ou bien de la physisorption, comme vous l'avez cité? Est-ce qu'il y a des histoires de pompes membranaires ou pas? Alors pour la deuxième question, je vais répondre directement. Donc là, je sors de mon domaine de spécialité, donc c'est quelque chose que je n'étudie pas. En revanche, quand vous faites appel, je pense au mycélium, d'un point de vue général, aux micro-organismes qui sont associés au système racinaire des plantes, oui, ça c'est quelque chose en revanche que j'ai beaucoup étudié. Donc certaines plantes sont effectivement mycorhizées. Donc ces mycorhizes jouent un rôle essentiel dans la capture et d'ailleurs parfois même la transformation chimique des métaux qui deviennent assimilables par la plante. Et puis comme j'ai signalé tout au début, j'ai eu le bonheur de découvrir une légumineuse qui est capable d'extraire les métaux du sol. Et là, ce sont des bactéries qui sont associées bien sûr à cette légumineuse et des bactéries complètement nouvelles qu'on ne connaissait pas, qui arrivent à s'adapter, à survivre dans ces sols très pollués avec des trésors de stratégies, de solutions pour survivre en fait qui sont magnifiques. Elles développent des voies métaboliques qui sont absolument uniques et qui leur permettent de s'accaparer le glucose, le peu de glucose qu'il y a dans le sol, plus vite que toutes les autres. C'est magnifique de voir les stratégies qui sont mises en œuvre par ces micro-organismes pour survivre dans de telles conditions. Ça ouvre des perspectives extraordinaires pour la suite de vos travaux. Oui, effectivement. Quand on découvre ces scénarios, c'est ce qui nous permet, par exemple, de développer ces micro-organismes, d'apprendre à les cultiver pour aider les plantes à se développer. Donc c'est absolument essentiel. Et puis là encore, pour comprendre le fonctionnement de ces bactéries, on a fait appel dans un premier temps aux techniques de biologie pour les caractériser d'un point de vue génotypique, phénotypique, puis après comprendre leur mécanisme de survie. Et là, c'est la chimie qui apporte des réponses. Donc on retrouve à nouveau la complémentarité entre l'écologie et la chimie. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Au deuxième rang, monsieur. Merci de vous lever quand vous voit. Oui. Bon, déjà, merci Madame Grison pour cet exposé. Merci. Est-ce que vous travaillez un peu avec les collectivités territoriales ou les promoteurs pour justement implanter ces plantes dont vous parliez sur des sites pollués où on construit aujourd'hui des logements ou des infrastructures? Alors, je travaille beaucoup avec les collectivités territoriales pour le volet le plus développé en ce moment dans mes recherches, qui sont les espèces exotiques envahissantes, parce qu'elles sont très impliquées sur ces aspects. Donc, elles sont d'ailleurs gênées par la gestion de ces espèces. Donc, en fait, on travaille ensemble. Et la grosse structure qu'on crée réunit en fait ces collectivités territoriales et en fait des entreprises également qui sont dans les travaux publics, qui sont aussi confrontées à ces gestions d'espèces envahissantes. Donc on travaille en lien étroit ensemble, et la structure qui, je pense, sera dévoilée, je l'espère, publiquement dans quelques temps, donc montrera que pour la première fois, on va tous réunir nos forces pour essayer de contribuer à la résolution de ces gros problèmes. Une autre question dans le public? Un petit nouveau, monsieur. Voilà.
Sur les hydrocarbures, vous avez apporté des solutions également, parce qu'il y a des sols pollués, hydrocarbures. Oui, autre sujet effectivement complexe. Alors, moi personnellement, non, je n'ai pas travaillé sur le sujet des hydrocarbures dans le sol. Dans l'eau, oui, on arrive à capter des polluants organiques qui sont persistants, comme les hydrocarbures, avec nos poudres végétales. En revanche, dans le sol, je n'y ai pas travaillé, mais il y a une équipe canadienne qui, d'ailleurs, grâce à la présence des micro-organismes associés au système racinaire de certaines plantes, ont obtenu des résultats intéressants sur ce sujet. Madame, on vous donne le micro. Merci, c'est impressionnant tout ce que vous avez fait. J'ai une question, est-ce que vous avez étudié aussi ce qui était au niveau des nitrates et les algues vertes ? Alors, je ne travaille pas sur les algues vertes, mais la capture de nitrates, de phosphates excédentaires, oui, a été travaillée. Donc, on a certains résultats, là encore, avec les poudres végétales qui sont issues des systèmes racinaires de plantes aquatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, qu'on travaille d'ailleurs spécifiquement en ce moment en Polynésie française, avec des plantes très locales, où il y a des résultats qui sont assez encourageants. D'autres questions? Profitez de la présence. Alors, monsieur, et ensuite, à nouveau vous. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair. Ma question est peut-être un peu plus moins pragmatique. Vous dites que vous voulez associer l'écologie avec l'économie. Et du coup, pour vous, est-ce qu'il s'agit plutôt de quelque chose comme ce que fait Sandra Lavorel avec la valorisation des écosystèmes et les bienfaits qu'ils ont au niveau économique? Ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt de quelque chose comme naturellement, est-ce que les marchés vont plutôt amener à des solutions de manière, entre guillemets, naturelle? Alors, je pense que mon approche est complémentaire de la sienne. Collègue du CNRS, on dépend du même institut, donc on se connaît bien. Donc, ces travaux me servent à essayer de mieux quantifier, en fait, donc la valeur des solutions qu'on apporte au niveau écologique. En revanche, au niveau des débouchés économiques, mon hypothèse est que la pression du consommateur sur le besoin de naturalité exerce une pression sur certains secteurs de l'industrie qui sont obligés d'évoluer vers des produits de plus en plus naturels. Et donc des labels, des certifications apparaissent de plus en plus au niveau européen, qui sont un véritable encouragement pour nous et un support en fait, pour adresser ces marchés. Donc on a choisi de synthétiser des molécules qui sont 100% biosourcées, qui répondent à ces labels européens très exigeants et à juste titre, pour montrer qu'on arrive à contrôler en fait, l'empreinte environnementale de ce qu'on fait, à pouvoir faire du 100% naturel sur des molécules qu'on connaît depuis très longtemps, mais à s'affranchir de tout ce qui est synthétique et pétrosourcé. Donc c'est vraiment une révolution de pensée, mais qui adresse un marché qui évolue grâce aux consommateurs. Donc surtout, il faut continuer. Là, vous parlez, on peut peut-être dire deux mots sur l'anti-moustique que vous avez développé, c'est très intéressant. Un anti-moustique, donc, grâce à ces travaux dont vous parliez tout à l'heure. Oui, merci de me donner l'opportunité d'en parler. Alors là, je n'avais pas choisi de travailler sur les moustiques, je n'imaginais même pas travailler sur ce sujet, mais pendant des années, en fait, j'ai dialogué avec les deux communautés, écologie et chimie, je les écoute régulièrement, et c'est vrai que parfois, il y a un fossé de culture, de raisonnement qui est absolument hallucinant. Donc, j'ai écouté pendant des années des collègues dans ce qu'on appelle traditionnellement l'écologie chimique. En fait, c'est le langage de la nature. Des chercheurs qui étudient comment une plante communique avec un insecte. Et parmi des collègues qui sont maintenant dans mon laboratoire, donc j'ai découvert avec quelle précision une plante pouvait attirer son insecte pollinisateur préféré. Imaginez par exemple la lavande l'été, il y a plein de bourdons qui tournent autour. La lavande émet un message très spécifique que seul le bourdon va reconnaître, il va être séduit et attiré. Donc je les ai beaucoup écoutés et j'ai découvert donc la connaissance de ces odeurs que la lavande envoie pour séduire le bourdon et que le bourdon. Donc c'est un mélange de molécules extrêmement précis, donc avec des concentrations précises. Ça m'a beaucoup interpellée et je voyais à côté comment certains chimistes concevaient des répulsifs pour faire fuir un moustique basé sur une molécule. Et là, je voyais le contraste de raisonnement entre les deux et je me suis dit, mais est-ce que la répulsion ne peut pas fonctionner comme l'attraction? Après tout, c'est du langage avec le moustique. Est-ce qu'en concevant un mélange de molécules, un bouquet floral composé de plusieurs molécules,
à des concentrations précises, on ne va pas pouvoir renforcer le message, mais il ne sera pas attractif, il sera répulsif vis-à-vis du moustique. Ça a été l'hypothèse de départ, donc que j'ai travaillé et qui a très bien fonctionné. Donc oui, l'attraction, la répulsion fonctionnent selon les mêmes mécanismes. Et d'ailleurs, les plantes le savent, mais nous, on est très naïfs et on n'a pas tout compris de ce que font les plantes. Donc, en m'en inspirant, finalement, j'ai réussi à émettre une composition de molécules naturelles que le moustique déteste absolument et qui a été à l'origine de la création, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui Crusoé, ce répulsif qui est très actif contre l'effet répulsif des moustiques, des tiques, mais aussi des punaises de lit. On va pas faire de pub, mais c'est Crusoé, c'est ça? Je viens de le retenir là. Oui. Je connaissais pas. Vous avez encore des problèmes de communication? Non, mais je crois que ça va être utile dans peu de temps. Là, je vois un petit peu de soleil, les moustiques vont revenir. Oui, ça va être très 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 vite utile. Un jeune chimiste du 3e rang qui voulait poser une question à nouveau? Vous avez 1 minute. On va pas en prendre plus. C'était juste quand vous avez parlé du captage de produits organiques, est-ce que dedans sont compris les PFAS, les perfluoroalkyles sulfonés? Alors, j'ai pas travaillé sur ce sujet. Ce sont les seuls polluants organiques persistants qu'on n'a pas encore étudiés, mais j'ai envie de dire très probablement. En fait, quand on n'a pas d'action, c'est parce que les composés sont trop hydrophiles. On n'arrive pas à les séquestrer. Mais alors là, on n'est pas dans ce schéma, donc il y a un espoir. Très bien, merci beaucoup. Merci Claude Grison, on vous applaudit chaleureusement. Bravo pour cet exposé. Eh bien, je vous laisse repartir, cher public, et re-rentrer si vous êtes inscrit à la prochaine session. Et si c'est le cas, vous avez eu du nez, puisqu'on va découvrir ensemble le mécanisme de la perception des odeurs. À tout de suite.